Un vieil homme vit seul. Chaque matin, il ouvre sa porte et regarde l'horizon. Rien ne bouge. Il n'y a pas de vaisseau ni de ville futuriste, pas de guerre, juste une ferme et le silence. Et pourtant quelque chose est là, caché dans l'herbe haute, quelque chose qui observe, qui attend. Ce n'est ni une invasion, ni une menace, mais une rencontre, un extraterrestre, un robot capable de philosopher, ou peut-être quelque chose d'encore plus déstabilisant, une question. Et si la science-fiction ne parlait pas de conquérir l'univers, mais d'apprendre à y vivre? Hello Nixonaute, bienvenue sur ma chaîne. Pour ce Nixplorer, oublie tout ce que tu crois savoir sur la science-fiction. Oublie les héros, les batailles et les sauveurs. Il n'y a que des idées, des silences et une question qui reste. Et cette question, on va la garder avec nous jusqu'au bout. C'est une science-fiction qui ne cherche pas à impressionner, mais à te transformer qu'on va aborder. Si tu ne connais pas encore cet auteur, tu passes à côté de quelque chose d'unique. Et si tu le connais déjà, tu sais à quel point il marque. Mais pour comprendre pourquoi cette science-fiction est si différente, il faut revenir en arrière. Bien avant les blockbusters, bien avant les grandes sagas spatiales, à une époque où la science-fiction cherchait encore sa voie, et où un auteur, presque à contre-courant, a fait un choix particulier. Celui de ralentir, de quitter les étoiles pour revenir sur Terre, parce que Clifford Desaimak n'a pas voulu imaginer un futur plus spectaculaire, il a voulu imaginer un futur plus humain, un futur où les machines pensent, où les extraterrestres doutent, et où l'humanité, elle, disparaît peu à peu. Et c'est là que son œuvre devient fascinante, parce qu'au lieu de nous projeter vers demain, elle nous oblige à regarder ce que nous sommes aujourd'hui. Alors la vraie question maintenant, c'est celle-ci. Comment un auteur de science-fiction en est arrivé à écrire des histoires aussi exceptionnelles? Clifford Donald Simak naît le 3 août 1904 dans une ferme du Wisconsin. Et ce détail pourrait sembler anodin. Après tout, beaucoup d'écrivains sont nés quelque part. Tous, en fait. Et ça ne dit pas forcément grand-chose de leur œuvre. Mais dans le cas de Simak, c'est presque une clé de lecture. Parce que là où d'autres auteurs de science-fiction grandissent dans des villes en pleine industrialisation, fascinés par la technologie, les machines, les métropoles qui s'étendent, Simak grandit au milieu des champs, dans un monde où l'on regarde le ciel non pas pour imaginer des fusées, mais pour savoir s'il va pleuvoir ou regarder les étoiles. Ce rapport à la nature va profondément marquer sa sensibilité. Dans plusieurs entretiens, il évoque son enfance comme un moment de paix, presque une forme d'équilibre entre l'homme et son environnement. Pas de bruit permanent, pas de vitesse, pas de sensation d'accélération du monde, juste le temps long. Enfin, pas le temps long genre on s'ennuie, le temps qui prend tranquillement sa place. Et c'est peut-être là que naît ce qui deviendra l'une des signatures de son œuvre, une science-fiction lente, une science-fiction qui prend son temps, qui observe, qui laisse les idées pousser comme on laisse pousser un champ. Ce qui est fascinant, c'est que cette ruralité ne disparaîtra jamais de son imaginaire. Même lorsqu'il écrira sur des extraterrestres, ils arriveront dans des fermes. Même lorsqu'il parlera de voyages interstellaires, ils passeront par des maisons isolées. Et même lorsqu'il imaginera des robots, ils discuteront tranquillement avec des humains autour d'un paysage bucolique. On est loin des explosions spatiales. Chez Simak, l'invasion extraterrestre, ça ressemble souvent à une visite de voisins, avec moins de gâteaux. Plus de philosophie. Peut-être. Dans une note autobiographique, Simak se décrit lui-même avec une simplicité désarmante. Il explique être marié, heureux, père de 2 enfants et précise que son passe-temps favori est la pêche. Mais attention, pas la pêche sportive, mais la pêche paresseuse. Allongé dans un bateau en attendant que les poissons viennent tranquillement à lui. Et franchement, difficile de trouver meilleure métaphore de son écriture. Simak n'est pas un auteur qui court après l'action, il laisse venir l'histoire. Il observe, il attend, et quelque chose finit par émerger. Ses autres hobbies sont les échecs, la philatélie et la culture des roses. Alors dit comme ça, on pourrait croire qu'on parle d'un grand-père très tranquille et on n'aurait pas complètement tort. Mais c'est précisément cette tranquillité qui rend son œuvre si singulière. Parce qu'à une époque où la science-fiction devient spectaculaire, Simak écrit des histoires où l'on prend le temps de réfléchir, où l'on discute, où l'on doute et où l'on contemple. Mais on s'ennuie jamais, faut pas se tromper.
Il dira lui-même ne pas supporter la ville. Ce rejet de monde urbain n'est pas idéologique, il est presque instinctif. La ville représente pour lui le bruit, la confusion et la perte de lien avec la nature. Et dans ses récits, cette opposition revient constamment. La ville est souvent associée à la peur et la campagne à l'espoir. Mais il y a aussi une nuance importante. Quand Saymak retourne adulte dans les paysages de son enfance, il est un peu déçu, comme si la réalité ne correspondait plus à l'image qu'il avait gardée. Et là, on touche quelque chose de très profond. Saymak n'écrit pas seulement la nature, il écrit la nostalgie. La nostalgie d'un monde plus simple qui n'a peut-être jamais vraiment existé. Et c'est ce qui rend son œuvre parfois mélancolique, parce que derrière la douceur, il y a une inquiétude, une question qui est là. Et si le progrès nous faisait quelque part perdre quelque chose d'essentiel ? Chez lui, la science-fiction ne sert pas à imaginer des technologies. Elle sert à poser cette question. Que reste-t-il de l'humain quand tout change ? Et c'est peut-être pour ça que ces héros ne sont presque jamais des scientifiques géniaux ou des pilotes d'élite, ce sont des fermiers, des bricoleurs, des gens ordinaires, des personnes qui, soudain, se retrouvent face à l'infini. Et c'est là que Saymak devient unique. Parce qu'il ne regarde pas l'univers depuis un vaisseau spatial, il le regarde depuis un porche en bois. Avant de devenir cet écrivain à part, Saymak mène une vie extrêmement simple, une vie presque ordinaire. Et c'est justement cette simplicité qui va donner naissance à une double existence, journaliste le jour, écrivain la nuit. Avant d'être reconnu comme l'un des grands noms de la science-fiction américaine, Clifford D. Saymak est d'abord journaliste. Clark Kent. Et pas seulement de passage, il fait de ce métier le cœur de sa vie professionnelle. Après avoir étudié à l'université du Wisconsin, à Madison, sans obtenir de diplôme, il travaille dans plusieurs journaux locaux avant d'entrer en 1939 au Minneapolis Star-Tribune. Il y restera jusqu'à sa retraite en 1976, presque toute une vie. Rédacteur, éditeur, puis responsable de contenu scientifique, il s'impose comme un professionnel sérieux, méthodique et profondément ancré dans le réel. Ce n'est pas un écrivain retiré dans une tour d'ivoire, c'est un homme qui lit les dépêches, vérifie les faits, corrige les articles et suit l'actualité quotidienne. Cette double appartenance est essentielle pour comprendre son œuvre, parce que Saymak ne rêve pas le futur depuis l'extérieur du monde. Il l'observe depuis l'intérieur. Il voit les progrès technologiques, les tensions politiques et les transformations sociales. Il traverse la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Et pendant que l'histoire s'accélère, il écrit des récits qui ralentissent, comme s'il cherchait à créer un espace de respiration au milieu du tumulte. Waouh, mais j'enchaîne! Pendant longtemps, la science-fiction reste pour lui une activité parallèle. Il écrit le soir, le week-end, entre deux journées de travail. Il n'y a pas de carrière planifiée, ni de stratégie linéaire, mais une pratique régulière, presque artisanale, une discipline tranquille. On est loin de l'image romantique de l'auteur inspiré. Saymak écrit comme il jardine, patiemment, régulièrement, et sans faire de bruit. Et cette manière de travailler va profondément influencer son style. Ses récits prennent le temps de se déployer. Il ne cherche pas l'effet de dingue, il s'installe progressivement, comme une conversation qui commence tout doucement. Il publie sa première nouvelle de science-fiction en 1931. C'est The World of Red Sun. Elle paraît dans le magazine pulp Wonder Story en décembre 1931, dirigée à l'époque par Hugo Gernsback. C'est une histoire de voyage temporel se déroulant dans un futur extrêmement lointain où le soleil est devenu rouge. On y retrouve déjà certains éléments qui reviendront plus tard chez Saymak. Une ambiance étrange, une réflexion sur l'évolution de l'humanité et une approche moins tournée vers l'action pure que beaucoup de récits pulp de l'époque. Rien ne laisse encore présager l'importance qu'il aura. De plus, la science-fiction n'est pas encore un genre prestigieux et Saymak lui-même ne s'y investit pas immédiatement à plein temps. Il continue son travail de journaliste, écrit de manière sporadique, puis s'éloigne un temps du genre avant d'y revenir à la fin des années 1930. Ce retour coïncide avec un moment clé qui est la transformation de la science-fiction sous l'impulsion d'un éditeur qui va marquer toute une génération.
Mais avant cela, il faut insister sur une chose. Cette double vie n'est pas une contrainte pour Saimak. Elle est presque une protection. Le journalisme lui offre une stabilité financière, mais aussi une distance vis-à-vis du monde littéraire. Il n'est pas pris dans les rivalités d'auteurs, les cercles fermés ou les querelles d'influence. Dans certaines interviews, il explique même qu'il se sentait assez isolé du milieu de la science-fiction. Il correspondait avec quelques auteurs comme Isaac Asimov ou Jack Williamson, mais il ne participait pas réellement à une communauté active. Il écrivait depuis Minneapolis, loin des grands centres éditoriaux, une position périphérique qui lui permet peut-être de rester fidèle à sa propre voix. Il y a quelque chose de presque paradoxal dans cette situation. Pendant que d'autres auteurs construisent des univers futuristes sophistiqués, Saimak mène une existence très ordinaire. Il va au travail, il rentre chez lui, il écrit un peu, et pourtant, de cette vie tranquille, vont naître certaines des idées les plus singulières de la science-fiction du XXe siècle. Comme si l'imaginaire n'avait pas besoin d'agitation pour exister, comme si, au contraire, il avait besoin de silence. Et peut-être que c'est là l'un des aspects les plus touchants de sa trajectoire. Saimak ne cherche pas à devenir un grand écrivain. Il ne construit pas une carrière, il écrit parce qu'il en ressent le besoin. Et pendant longtemps, il restera avant tout un journaliste qui écrit de la science-fiction à côté. Ce n'est qu'après sa retraite, dans les années 1970, qu'il pourra se consacrer pleinement à la fiction. Mais à ce moment-là, son style est déjà installé, sa vision est déjà claire. Et le plus étonnant, c'est qu'elle s'est construite dans l'ombre tranquillement pendant des décennies. Cette patience, cette lente maturation se ressent dans ses récits. Rien n'y semble forcé, rien n'y semble précipité. Et pendant que la science-fiction devient de plus en plus spectaculaire, Saimak continue d'écrire comme il a toujours écrit, calmement, méthodiquement, presque à contre-courant. Mais à la fin des années 1930, quelque chose va changer. Un nouvel éditeur prend la direction d'un magazine de science-fiction. Et ce changement va déclencher ce que l'on appellera plus tard l'âge d'or du genre. Saimak va s'y retrouver impliqué, mais fidèle à lui-même, il ne suivra pas exactement le même chemin que les autres. À la fin des années 1930, la science-fiction est en train de changer. Jusqu'ici, le genre est encore très marqué par l'aventure pulp. Des histoires rapides, des savants fous, des planètes exotiques, des périls interstellaires et beaucoup d'explosions. Et puis arrive un éditeur qui va bouleverser tout ça. C'est John W. Campbell. Lorsqu'il prend la direction du magazine Astounding Science Fiction, il pousse les auteurs à écrire des récits plus ambitieux, plus scientifiques et plus réfléchis. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard l'âge d'or de la science-fiction. Autour de lui gravitent bientôt des noms qui deviendront mythiques. Isaac Asimov, Robert A. Heinlein, A.E. Van Vogt et Clifford D. Saimak. Mais dès le départ, Saimak occupe une place un peu particulière. Il participe à ce mouvement, mais sans en adopter complètement l'esprit. Là où Campbell encourage des récits souvent centrés sur la technologie, la rationalité et la conquête, Saimak continue d'écrire des histoires plus humaines, plus calmes, presque intimistes. C'est un peu comme s'il était invité à une réunion d'ingénieurs et qu'il arrivait avec un panier de légumes du jardin. Pas inutile, mais pas clairement dans la même ambiance. C'est pourtant grâce à Campbell que Saimak revient vraiment à la science-fiction. Inspiré par la nouvelle ligne éditoriale du magazine, il recommence à écrire régulièrement à la fin des années 1930. Il publie notamment Rule 18 et Reunion on Ganymede. Rule 18 est une nouvelle publiée en 1938 dans l'Astounding Science Fiction. L'histoire imagine un futur où les guerres ont été remplacées par une forme de compétition organisée autour d'un jeu extrêmement complexe. Une sorte de mélange entre sport, stratégie et simulation militaire. Les conflits entre les nations ne se règlent plus directement sur les champs de bataille, mais à travers ce système codifié destiné à éviter les destructions massives. Mais derrière cette idée de départ presque ludique, Saimak s'interroge déjà sur la violence humaine, la compétition et la manière dont les sociétés cherchent à rationaliser la guerre plutôt qu'à réellement la dépasser. On sent encore l'influence de la SF âge d'or, mais avec une approche plus psychologique et plus subtile que beaucoup de récits pulp de l'époque. Reunion on Ganymede, publié la même année,
est une nouvelle beaucoup plus légère et humoristique. Elle met en scène plusieurs personnages qui se retrouvent sur Ganymède, lune de Jupiter, dans une situation de cohabitation chaotique avec des extraterrestres. Le récit joue beaucoup sur les malentendus, les interactions improbables et une forme de comédie du quotidien transposée dans un décor spatial. C'est déjà un très bon exemple de quelque chose qui deviendra typiquement symmachien. L'idée que la rencontre avec l'altérité peut être étrange, mais aussi profondément banale et humaine. Et honnêtement, on sent déjà chez lui cette envie de faire de la science-fiction autrement. Même quand il écrit encore dans les cadres du pulp, il préfère souvent les personnages, les dialogues et les situations absurdes aux grandes batailles héroïques. Ces récits marquent son intégration dans ce cercle d'auteurs et très vite, une chose apparaît, son style est différent, moins spectaculaire, plus subtil et plus retenu, ce qui au départ ne plaît pas à tout le monde. C'est là qu'intervient une anecdote devenue célèbre qui dit beaucoup de la personnalité de Simak et de son influence. Dans la préface de Demain les chiens par Robert Silverberg, il est dit ceci: un certain adolescent n'a pas aimé Rule 18 et a adressé un courrier à Campbell pour lui signifier. Lorsque la lettre d'Isaac Asimov a paru dans le magazine, Simak a écrit à son auteur en le priant poliment de préciser ce qu'il gênait afin de pouvoir améliorer son travail. Asimov, stupéfait, a relu le texte et constaté qu'il avait pris la technique subtile tout en retenue de l'écrivain pour de l'incompétence. Il lui a alors présenté ses excuses et leur correspondance s'est poursuivie pendant des décennies. Lorsqu'il a entamé sa propre carrière littéraire, Asimov a imité sans honte et très ouvertement la méthode de son aîné. Cette histoire est révélatrice à plusieurs niveaux. D'abord, elle montre la modestie de Simak. Il ne répond pas en défendant son texte, il ne s'offusque pas, il demande simplement qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, elle souligne son style, une écriture en retenue, subtile, qui peut être perçue comme lente, voire discrète. Et enfin, elle montre son influence. Même un futur géant comme Isaac Asimov reconnaît avoir appris de lui. Mais la relation avec Campbell ne sera pas toujours simple. Campbell était connu pour ses longues lettres aux auteurs, parfois très directives. Des lettres de 7 ou 8 pages où il expliquait ce qu'il pensait que l'auteur devait écrire. On imagine assez bien la scène, Simak rentre du journal, s'installe tranquillement, ouvre son courrier et découvre un essai complet sur la manière dont il devrait raconter son histoire, ce qui peut légèrement ralentir la motivation. Avec le temps, Simak se lasse de ses interventions. Il veut écrire des histoires avec de vraies personnes. Comme il le dira lui-même, des fermiers, des gens ordinaires, des individus confrontés à l'étrange. Pas forcément des scientifiques brillants qui sauvent la galaxie avant de déjeuner. La relation entre les deux hommes devient plus distante, sans pour autant se rompre. Simak continue de publier, mais il garde son indépendance. Et c'est là que son positionnement devient intéressant. Parce que pendant que l'âge d'or produit des récits de plus en plus ambitieux sur le plan technologique, Simak développe une autre voie. Une science-fiction plus contemplative, plus philosophique, moins centrée sur l'action et plus sur les conséquences. Il ne cherche pas à impressionner le lecteur, il cherche à le faire réfléchir. Cette différence explique pourquoi Simak est souvent considéré comme une figure à part dans cette génération. Il appartient à l'âge d'or, mais il n'en épouse pas totalement l'esthétique. Il ne construit pas des empires galactiques, il imagine des communautés. Il ne met pas en scène des conquêtes, il met en scène des rencontres. Et surtout, il remplace le spectaculaire par la douceur. Ce qui, dans un genre souvent explosif, est presque une forme de révolution tranquille. Et au fond, c'est peut-être ce qui rend Simak si unique. Alors que la science-fiction regarde vers l'avenir avec enthousiasme ou inquiétude, lui la regarde avec calme, comme quelqu'un assis sur un porche observant l'horizon. L'univers peut bien arriver, il prendra bien le temps d'en discuter. Et c'est justement à ce moment-là qu'un autre espace éditorial va lui offrir davantage de liberté. Dans les années 1950, Simak publie de plus en plus dans le magazine Galaxy, dirigé notamment par Horace Gold, puis Frédéric Paul. Et l'esprit de Galaxy est très différent, moins centré sur la démonstration scientifique, plus ouvert aux idées sociales, philosophiques, parfois même satiriques. Un terrain idéal pour Simak. Lui-même expliquera qu'avec Galaxy, il se sentait beaucoup plus libre. On pouvait écrire ce qu'on voulait, disait-il, du moment que c'était bien fait. Et cette liberté éditoriale va lui permettre d'affirmer pleinement son style.
Une science-fiction moins tournée vers la conquête, plus vers la réflexion. Moins préoccupée par la technologie et plus par l'humain. C'est dans ce contexte que son écriture va s'épanouir, plus calme, plus méditative, plus personnelle aussi. Comme si, enfin, il écrivait exactement la science-fiction qu'il avait envie de lire. En résumé, si Campbell représentait un peu le professeur exigeant qui corrige chaque copie, Galaxy, c'était plutôt la salle d'études silencieuse où Simak pouvait enfin écrire tranquillement, sans devoir sauver la galaxie toutes les 3 pages. Mais quand même, Clark Kent. Si Clifford et Simak reste aujourd'hui une figure à part entière dans l'histoire de la science-fiction, c'est parce qu'il a développé une tonalité très particulière, souvent qualifiée de science-fiction pastorale. Une expression qui peut sembler étrange, parce qu'on associe rarement la science-fiction à la campagne. On pense plutôt à des mégalopoles futuristes, à des stations spatiales, à des civilisations ultra-technologiques, mais chez Simak, c'est tout l'inverse. Le futur surgit dans des fermes isolées, dans des petites villes, au milieu de paysages naturels, et ce contraste devient sa signature. Dans ses récits, la technologie n'envahit pas le monde, elle s'y glisse doucement. Un extraterrestre peut apparaître dans une grange, une porte vers une autre planète peut s'ouvrir dans le jardin d'un bricoleur, comme dans The Big Front Yard. Un inconnu peut gérer une station interstellaire depuis sa maison isolée, comme dans Waystation. On n'est pas dans la conquête de l'espace, mais dans une cohabitation, comme si l'univers venait rendre visite plutôt que d'être conquis. Cette approche est profondément humaniste. Les personnages de Simak ne sont presque jamais des héros flamboyants. Ce sont des individus ordinaires, des fermiers, des réparateurs, des solitaires et des marginaux. Des personnes qui ne cherchent pas l'aventure, mais qui se retrouvent confrontées à quelque chose d'inattendu. Et plutôt que de réagir par la peur ou la violence, ils cherchent à comprendre, à dialoguer, à coexister. On le voit bien dans City ou Demain les chiens, probablement son œuvre la plus célèbre. Dans ce cycle de récits, l'humanité disparaît progressivement et ce sont des chiens intelligents qui racontent, comme une légende lointaine, l'histoire des hommes. Le ton est calme, presque mythologique. Il n'y a pas de catastrophe spectaculaire, juste une transmission douce et presque silencieuse. Et c'est précisément ce qui la rend troublante. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur ce roman et le lien est en description. Cette tonalité se retrouve aussi dans Time and Again ou dans Le Torrent des siècles. Ici encore, Simak privilégie la réflexion à l'action. Le roman explore l'identité, le temps et la place de l'humain dans un univers en transformation. Le protagoniste n'est pas un conquérant, mais un homme confronté à des forces qui le dépassent dans une atmosphère à la fois mystérieuse et contemplative. On y retrouve cette impression typiquement simakienne, le futur n'est pas violent, il est déroutant. Et c'est peut-être encore plus inquiétant. Là aussi, tu peux en savoir plus en regardant la vidéo dont le lien est en description. Ce qui frappe aussi, c'est la manière dont Simak traite les êtres non humains. Les robots, chez lui, ne sont pas des menaces. Ils sont souvent philosophiques, fidèles, parfois même plus humains que les humains. Les extraterrestres ne sont pas des envahisseurs, mais des miroirs. Ils permettent de questionner notre propre société. Et même les animaux prennent une place centrale, comme dans Demain les chiens. Une idée à la fois poétique et légèrement ironique. Parce que si Simak semble suggérer que, si l'humanité disparaît, spoiler, l'univers continuera très bien sans elle. Et oui, c'est comme ça ma bonne dame. Il y a aussi chez Simak une méfiance discrète envers le progrès. Pas un rejet total, mais une interrogation. Dans plusieurs de ses récits, la technologie est ambivalente. Elle ouvre des possibilités, mais elle éloigne aussi les humains les uns des autres. Elle transforme les sociétés, elle modifie les valeurs, et souvent, les mondes qu'il imagine trouvent une forme d'équilibre, en s'éloignant du modèle industriel. Cette dimension donne à son œuvre une tonalité parfois mélancolique. Il y a chez Simak une nostalgie d'un monde plus calme, plus humain. Mais ce n'est pas une nostalgie réactionnaire, ce n'est pas un refus du futur, c'est plutôt une tentative d'imaginer un futur différent, un futur où la technologie ne serait pas synonyme d'agitation permanente, un futur où l'on prendrait encore le temps de réfléchir, de discuter et de contempler. On pourrait presque dire que Simak écrit une science-fiction à bas volume. On passe à 2 au lieu de 11. Pas parce qu'elle manque d'idées, mais parce qu'elle n'a pas besoin d'effets incroyables pour être entendue. Et c'est précisément cette voix singulière qui va lui valoir une reconnaissance durable. Parce que derrière cette douceur apparente, il y a une réflexion profonde sur l'humanité, sur l'altérité et sur la possibilité d'un futur plus apaisé.
Au fil des années, la singularité de Clifford D. Simak ne passe pas inaperçue. Sans faire beaucoup de bruit, il construit une œuvre dense, composée de plus de 30 romans et de plus d'une centaine de nouvelles, mais aussi d'essais de vulgarisation scientifique. Une production impressionnante pour quelqu'un qui, pendant longtemps, écrivait à côté de son travail de journaliste. Et parmi cette œuvre, certains titres vont marquer durablement l'histoire de la science-fiction. Il y a bien sûr City, publié en 1952, qui reste aujourd'hui l'un des livres les plus commentés. Ce fix-up, constitué de récits reliés entre eux, raconte l'histoire d'une humanité qui disparaît progressivement, laissant la place à des chiens intelligents. L'idée pourrait sembler étrange, mais Simak en fait une méditation douce et mélancolique sur la fin d'une civilisation. Il n'y a plus de guerre finale ni d'apocalypse spectaculaire, mais juste une transition lente, presque naturelle, comme si l'humanité quittait la scène sans déranger. Puis vient Waystation, publié en 1963, qui lui vaut le prix Hugo en 1964. Le roman raconte l'histoire d'un homme qui gère une station de transit interstellaire, installée dans sa maison isolée. Tout Simak est déjà là, la ruralité, la rencontre avec l'altérité et cette idée que l'univers peut surgir dans un cadre familier. Le roman mélange réflexion pacifiste, questionnement sur la guerre et exploration du progrès. Et toujours ce ton calme, presque méditatif. On peut également citer The Big Front Yard, nouvelle publiée en 1958 et récompensée par le Hugo en 1959. Une maison devient un passage vers d'autres mondes. Là encore, le quotidien s'ouvre vers l'infini. Pas par la conquête, mais par la découverte. Plus tard, en 1980, Grotto of the Dancing Deer lui vaut à la fois le Hugo et le Nebula. Le récit met en scène un homme immortel, hanté par la mémoire du passé. Une histoire intime, contemplative, presque hors du temps, comme si Simak, arrivé à la fin de sa carrière, écrivait une réflexion sur la durée, la mémoire et peut-être aussi sur sa propre trajectoire. Au-delà de ses œuvres célèbres, Simak publie aussi de nombreux recueils de nouvelles, dont Words Without End ou Best Science Fiction Stories of Clifford D. Simak, qui rassemble des textes comme All the Traps of the Earth ou Neighbor ou encore Immigrant. Des récits courts, mais qui concentrent toute la philosophie de son œuvre, l'humanisme, la rencontre avec l'autre et la simplicité face à l'inconnu. Cette production lui vaut une reconnaissance progressive. Il reçoit plusieurs prix Hugo, un Nebula Award et en 1977, la Science Fiction Writers of America le nomme 3e Grandmaster, consacrant l'ensemble de sa carrière. C'est une distinction majeure qui confirme son statut d'auteur important du genre. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette reconnaissance reste en décalage avec son tempérament. Simak ne devient pas une figure médiatique. Il ne cherche pas à occuper le devant de la scène, il continue à écrire tranquillement, fidèle à son style. Comme si les prix étaient une conséquence plutôt qu'un objectif. Et c'est peut-être pour ça que son œuvre conserve aujourd'hui une forme de fraîcheur. Elle n'a pas été conçue pour impressionner, elle a été écrite pour explorer, pour comprendre et pour imaginer un futur différent. Mais derrière cette douceur apparente, il y a aussi une vision du monde, une réflexion critique sur la société, le progrès et la place de l'humain dans l'univers. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Derrière la douceur apparente de l'œuvre de Clifford D. Simak, il y a une véritable réflexion sur l'évolution de l'humanité. Une réflexion qui n'est jamais assénée, jamais brutale, mais qui traverse ses récits de manière constante. Chez lui, la science-fiction n'est pas seulement un terrain d'imagination, c'est aussi un espace de questionnement. Et la question revient souvent sous différentes formes. Que devient l'humain quand le monde change trop vite ? Simak n'est pas un technophobe, il ne rejette pas le progrès, mais il s'en méfie, ou plutôt, il se méfie de l'usage que l'humanité en fait. Dans plusieurs de ses récits, la technologie permet d'explorer l'univers, de communiquer avec d'autres espèces, d'élargir les horizons, mais elle peut aussi isoler les individus, transformer les sociétés et faire disparaître certaines valeurs. Et c'est cette ambivalence qui rend son œuvre intéressante. Le progrès n'est ni bon ni mauvais, il dépend de ce que l'on en fait. C'est une idée simple, mais qui devient étonnamment rare dans une science-fiction souvent fascinée par la puissance technologique. On retrouve cette réflexion dans City, où l'humanité abandonne progressivement la Terre, pas parce qu'elle est détruite, mais parce qu'elle choisit une autre forme d'existence.
Le progrès ouvre des possibilités, mais entraîne aussi une disparition, une transition douce, presque naturelle, mais profondément mélancolique. Comme si Simak suggérait que l'humanité pourrait évoluer jusqu'à ne plus être tout à fait humaine. Ce qui est une belle réussite évolutive, mais qui pose quand même quelques questions existentielles. Un tout petit peu. Cette interrogation revient aussi dans Waystation, où la rencontre avec des civilisations extraterrestres met en perspective les conflits humains. Face à des espèces qui ont dépassé la guerre, l'humanité paraît immature, presque primitive. Simak ne condamne pas, il observe. Il place l'humanité dans un contexte plus large et laisse le lecteur tirer ses conclusions. Une méthode très élégante et beaucoup plus efficace qu'un discours moral. Chez lui, les extraterrestres ne sont presque jamais des ennemis, ils sont des alternatives. Ils représentent d'autres manières d'organiser la société, d'autres formes de pensée et d'autres rapports au monde. Ils servent de miroir critique. Et parfois, ce miroir n'est pas très flatteur, mais il n'est jamais accusateur, il est contemplatif, comme si l'univers observait l'humanité avec curiosité. Et un léger soupir. Les robots, eux aussi, jouent un rôle particulier. Contrairement à la tradition où ils représentent une menace, les robots de Simak sont souvent bienveillants, fidèles, parfois même philosophiques. Ils discutent, réfléchissent et doutent. Et il arrive même qu'ils paraissent plus sages que les humains, ce qui n'est pas forcément difficile. Mais ça reste légèrement inquiétant. Ou pas. Cette vision s'accompagne d'une critique discrète de la société industrielle. Simak imagine souvent des futurs où les grandes structures disparaissent, où les communautés deviennent plus petites, plus autonomes et plus proches de la nature. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière, mais d'une transformation. Une autre manière d'envisager le progrès, pas comme une accumulation de puissance, mais comme une recherche d'équilibre. Ce qui rend cette approche particulièrement intéressante, c'est qu'elle n'est jamais pessimiste. Même lorsqu'il imagine la disparition de l'humanité, Simak ne parle pas de catastrophe, il parle de transition, de passage et d'évolution. Il y a chez lui une forme d'optimisme serein, l'idée que l'univers est vaste, que la vie continue et que l'humanité n'est qu'une étape parmi d'autres. Une vision à la fois apaisante et légèrement vertigineuse. Et c'est peut-être pour ça que son œuvre conserve aujourd'hui une résonance particulière. À une époque où l'on s'interroge sur l'intelligence artificielle, sur le progrès technologique et sur l'avenir de l'humanité, les questions posées par Simak restent étonnamment actuelles. Sans bruit, sans effet spectaculaire, juste une voix calme qui nous demande ce que nous voulons devenir. Mais ce qui est fascinant chez Simak, c'est que malgré cette douceur, cette lenteur, cette science-fiction presque silencieuse, il a profondément marqué le genre, sans explosion, sans empire galactique, sans héros bodybuildés sauvant l'univers. Simplement. Juste avec des idées, des personnages ordinaires et beaucoup de calme. Et pourtant, son influence va se faire sentir bien au-delà de ses propres livres. Parce que Simak n'est pas seulement un auteur à part entière, il est aussi une passerelle entre la science-fiction de l'âge d'or et une science-fiction plus introspective, plus humaine, plus philosophique. Et c'est justement cette influence que l'on va explorer maintenant. Clifford D. Simak n'est pas un auteur qui a beaucoup fait de bruit. Il n'a pas lancé de mouvement incroyable ni défini une école clairement identifiée. Et pourtant, son influence est bien réelle. Elle est simplement plus discrète, comme son œuvre. D'abord, il fait partie de cette génération qui contribue à structurer la science-fiction moderne. Aux côtés d'Asimov, Heinlein ou Van Vogt, il participe à la transition entre la science-fiction pulp et une science-fiction plus ambitieuse, plus réfléchie. Mais là où certains poussent vers la technologie, Simak ouvre une autre voie vers une science-fiction humaniste, contemplative, centrée sur les relations entre les êtres plutôt que sur la domination de l'espace. Son influence se retrouve dans de nombreux récits ultérieurs qui privilégient la rencontre plutôt que le conflit. Une science-fiction où l'altérité n'est pas une menace, mais une opportunité. Une science-fiction qui pose des questions plutôt que d'imposer des réponses. Une approche que l'on retrouve plus tard chez plusieurs auteurs qui privilégient l'introspection, la douceur ou la réflexion philosophique. On peut également voir son empreinte dans certaines œuvres qui mélangent quotidien et extraordinaire. L'idée que l'univers peut surgir dans un cadre banal, une maison, une ferme ou une petite ville, devient un motif récurrent dans la science-fiction. Une manière de rapprocher le futur du présent et de rendre l'étrange plus intime. Une idée simple, mais extrêmement fertile.
Il influence aussi par son ton. Cette manière d'écrire calmement, sans chercher l'effet spectaculaire, inspire une science-fiction plus méditative. Une science-fiction qui n'a pas besoin d'explosion pour exister. Ce qui, dans un genre souvent bruyant, peut être presque considéré comme une innovation. Et puis, il y a son humanisme. Cette confiance dans la capacité des êtres à dialoguer, à coexister et à évoluer. C'est une vision qui contraste avec les récits plus pessimistes ou dystopiques. Chez Saimak, même lorsque l'humanité disparaît, ce n'est pas une catastrophe, c'est une transformation. Une idée à la fois rassurante et légèrement inquiétante parce qu'elle suggère que l'univers continuera très bien sans nous. Non mais faut accepter l'idée quand même. Malgré cette influence, Saimak reste une figure un peu en marge, moins citée que certains de ses contemporains, moins adaptée, moins médiatisée, mais peut-être que cette discrétion correspond parfaitement à son œuvre. Une œuvre qui ne cherche pas à s'imposer, mais qui continue à exister tranquillement pour ceux qui la découvrent. Et aujourd'hui encore, lire Saimak, c'est redécouvrir une science-fiction différente. Une science-fiction qui ne cherche pas à impressionner, mais à apaiser. Une science-fiction qui prend le temps. Et dans un monde où tout va de plus en plus vite, c'est peut-être exactement ce dont on a besoin. Clifford D. Saimak n'a jamais cherché à révolutionner la science-fiction. Il ne l'a pas fait avec fracas, il ne l'a pas fait non plus avec des concepts spectaculaires, et pourtant, il l'a transformée. Il a montré que l'on pouvait écrire de la science-fiction sans guerre interstellaire, sans empire galactique et sans menace planétaire. Il a montré que l'on pouvait parler du futur en parlant simplement de l'humain. Chez lui, l'univers n'est pas un champ de bataille, c'est un lieu de rencontre. Les extraterrestres ne sont pas des ennemis, ce sont des voisins. Les robots ne sont pas des dangers, ce sont parfois des philosophes. Et l'humanité n'est pas forcément le centre de tout. Ce qui est peut-être une idée difficile à accepter, j'en conviens. Mais c'est peut-être ce qui rend son œuvre si particulière. Saimak ne nous dit pas que le futur sera grandiose, il nous dit qu'il pourrait être paisible. Et dans une science-fiction souvent dominée par le spectaculaire, cette proposition reste étonnamment audacieuse. Lire Saimak aujourd'hui, c'est ralentir. C'est entrer dans une science-fiction qui prend le temps, qui observe et qui contemple. Une science-fiction qui ne cherche pas à impressionner, mais à comprendre. Et peut-être que c'est ça, au fond, l'héritage de Clifford D. Saimak. Une science-fiction qui nous invite simplement à envisager un monde plus bienveillant. Si tu ne connais pas encore Saimak, tu peux commencer par City pour sa portée mythologique, Waystation pour son mélange parfait entre ruralité et science-fiction, ou encore Dans le torrent des siècles pour sa dimension plus introspective et mystérieuse. 3 portes d'entrée vers une science-fiction différente. J'ai fait une vidéo sur Le torrent des siècles et une autre sur Demain les chiens, les liens sont en description. Je le dis plusieurs fois, on ne sait jamais. Si cette exploration t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour d'autres Nixplorers où l'on part ensemble à la découverte des plus grandes figures de la science-fiction. Et dis-moi en commentaire quel auteur de science-fiction tu voudrais voir dans un prochain Nixplorer. J'avais entendu parler plusieurs fois de Jake Vance dans les commentaires. Tu peux aussi laisser un pouce, un commentaire, booster et partager cette vidéo. Merci beaucoup. Et merci aux Nixonautes qui le font déjà, vous êtes au top. À bientôt pour une chronique sur Neuromancien de William Gibson, un livre qui retourne le cerveau. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec la science-fiction. Can you prove that it didn't happen?